L'histoire d'Erwin Rommel, surnommé dans le monde entier le renard du désert, représente l'un des chapitres les plus complexes et les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. Né le 15 novembre 1891 à Heidenheim, dans une famille allemande de la classe moyenne, Rommel fit preuve dès son plus jeune âge d'aptitudes militaires exceptionnelles qui le propulsèrent au plus haut rang de l'armée nazie, avant de devenir l'un des conspirateurs les plus improbables contre Adolf Hitler. Rommel débuta sa carrière militaire très jeune, rejoignant le 124e régiment d'infanterie du Württemberg comme cadet en 1910. Pendant la Première Guerre mondiale, il se distingua par son courage et son esprit d'innovation, servant en France, en Roumanie et en Italie. Son audace tactique et son charisme de leader lui valurent la distinction pour le mérite, la plus haute distinction militaire allemande de l'époque, faisant de lui l'un des plus jeunes officiers à recevoir cet honneur. Durant l'entre-deux-guerres, Rommel se consacra aux études et à l'enseignement militaire, développant des théories sur la guerre de mouvement qui allaient devenir fondamentales pour la stratégie de la Blitzkrieg. Son livre « Attaque d'infanterie », publié en 1937 et basé sur son expérience de la Première Guerre mondiale, devint une lecture obligatoire dans les académies militaires allemandes et attira l'attention du haut commandement nazi. Ce qui attira initialement Rommel vers le parti nazi n'était pas l'idéologie politique, mais plutôt la promesse de moderniser les forces armées allemandes et la possibilité de servir une Allemagne forte et unie. Comme beaucoup d'officiers de sa génération, il voyait dans le national-socialisme une chance de restaurer la fierté et la puissance militaire allemande après les humiliations imposées par le traité de Versailles. Adolf Hitler, toujours soucieux de la valeur de la propagande et de l'image publique, voyait en Rommel non seulement un commandant exceptionnel, mais aussi un symbole parfait de la nouvelle armée allemande, courageux, novateur et apparemment fidèle au régime. Cette perception poussa Hitler à promouvoir rapidement Rommel au sein de l'armée, lui confiant des missions de plus en plus importantes et prestigieuses. L'ascension fulgurante de Rommel au sein de la hiérarchie nazie fut facilitée par ses compétences militaires incontestables et sa capacité à remporter des victoires spectaculaires sur le champ de bataille. Contrairement à de nombreux généraux allemands de l'époque, Rommel n'était pas issu de l'aristocratie militaire prussienne, mais plutôt un officier pragmatique qui avait acquis sa position par son mérite et sa compétence, des qualités qui le rendaient particulièrement attractif aux yeux du régime nazi, qui se présentait comme une révolution contre les élites traditionnelles. Le commandant légendaire de l'Afrika Korps, si ce contenu historique pique votre curiosité pour les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous abonner. Cela nous permet de continuer à vous faire découvrir des histoires fascinantes et méconnues des plus grands conflits de l'histoire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Hype pour soutenir notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre l'exploration de ces épisodes uniques de l'histoire mondiale. En février 1941, Erwin Rommel fut envoyé en Afrique du Nord pour commander ce qui allait devenir l'Afrika Korps. Sa mission initiale était d'assister les troupes italiennes, durement touchées par les forces britanniques. Ce qui n'était au départ qu'une opération de soutien limitée se transforma rapidement en l'une des campagnes les plus brillantes et mémorables de la Seconde Guerre mondiale, faisant de Rommel l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire moderne. L'arrivée de Rommel sur le théâtre africain marqua un tournant décisif dans le conflit, alors que les Britanniques s'attendaient à affronter un commandant allemand prudent, concentré sur des opérations défensives visant à stabiliser le front italien. Rommel surprit tout le monde par une offensive audacieuse qui permit de reconquérir la quasi-totalité du territoire perdu par les Italiens en quelques semaines. Ces tactiques de guerre mobiles innovantes, combinant chars, artillerie et appui aérien dans des formations souples et rapides, révolutionnèrent la guerre dans le désert. Le surnom de « renard du désert » est né de l'admiration des Allemands et des Britanniques eux-mêmes, qui voyaient en Rommel un adversaire redoutable et respectable. Contrairement à de nombreux commandants nazis, Rommel était connu pour traiter les prisonniers de guerre avec dignité et respecter les conventions internationales, gagnant le respect même de ses adversaires. Winston Churchill lui-même le qualifia publiquement de « grand général ». Les victoires spectaculaires de Rommel en Afrique du Nord lui ont valu une renommée internationale et ont fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables de l'armée allemande. Ses campagnes audacieuses contre les forces britanniques, notamment la reconquête de la Cyrénaïque
et son avancée jusqu'aux portes d'Alexandrie en Égypte ont fait de lui un héros en Allemagne et une figure respectée à l'international. La propagande nazie a largement exploité ses succès, le transformant en une sorte de chevalier médiéval des temps modernes. Cependant, les succès de Rommel en Afrique du Nord ont également semé les germes de son conflit avec Hitler et le haut commandement allemand. Rommel désobéissait fréquemment aux ordres directs de Berlin lorsqu'il estimait que la situation sur le champ de bataille exigeait une flexibilité tactique. Il affirmait que les commandants locaux comprenaient mieux les conditions opérationnelles que les stratèges distants, une philosophie qui s'opposait à la mentalité centralisatrice du régime nazi. De plus, Rommel commença à remettre ouvertement en question la stratégie globale de l'Allemagne, surtout après avoir réalisé que les ressources nécessaires à une victoire décisive en Afrique du Nord étaient détournées vers l'opération Barbarossa en Union soviétique. Il considérait la campagne africaine comme une occasion manquée de frapper au cœur de l'Empire britannique par le Moyen-Orient, une stratégie qui aurait pu changer le cours de la guerre de manière bien plus décisive que la coûteuse invasion de la Russie. Premier désaccord avec le Führer. À mesure que la guerre progressait et que Rommel gagnait en expérience et en perspective stratégique, ses relations avec Adolf Hitler et le haut commandement nazi commencèrent à se détériorer considérablement. Ce qui avait été initialement une relation de confiance mutuelle et d'admiration professionnelle se transforma progressivement en une série de conflits croissants portant sur la stratégie militaire, les ressources et surtout l'orientation de la guerre par l'Allemagne. Le premier point de discorde majeur concernait la conduite de la campagne d'Afrique du Nord. Rommel était convaincu qu'avec des ressources adéquates, il pourrait non seulement vaincre complètement les forces britanniques en Égypte, mais aussi progresser par le canal de Suez vers le Moyen-Orient, coupant ainsi les voies d'approvisionnement en pétrole des Alliés et potentiellement imposer une paix séparée avec la Grande-Bretagne. Hitler, quant à lui, considérait la campagne d'Afrique comme un théâtre secondaire, préférant concentrer ses ressources sur l'invasion de l'Union soviétique. Cette différence de vision stratégique reflétait une divergence plus fondamentale entre Rommel et les dirigeants nazis sur la conduite de la guerre. Tandis qu'Hitler avait tendance à fonder ses décisions sur des considérations idéologiques et politiques, Rommel abordait les problèmes sur le plan militaire et stratégique, se concentrant exclusivement sur la manière de remporter la victoire le plus efficacement possible. Cette différence d'approche allait entraîner une escalade des conflits à mesure que la guerre s'éternisait. Rommel commença également à remettre en question certaines des politiques les plus controversées du régime nazi, notamment concernant le traitement des prisonniers et des civils. Durant sa campagne d'Afrique du Nord, il refusa systématiquement d'exécuter les ordres qu'il jugeait déshonorants ou contraires aux conventions militaires internationales. Lorsque des officiers SS tentèrent d'appliquer des politiques raciales dans les zones placées sous son commandement, Rommel les expulsa, déclarant que de telles politiques n'avaient pas leur place dans une campagne militaire professionnelle. La tension croissante entre Rommel et Hitler se manifestait également sur les questions de commandement et d'autonomie opérationnelle. Rommel, habitué à prendre des décisions rapides en fonction des conditions locales, s'opposait souvent à la microgestion de Berlin et aux ordres détaillés arrivant avec des jours de retard. Il soutenait que les commandants de terrain devaient avoir l'autorité nécessaire pour adapter leur stratégie aux circonstances changeantes, une position en contradiction directe avec le style de commandement autoritaire d'Hitler. Un incident particulièrement révélateur se produisit lorsque Rommel fut convoqué à Berlin pour une réunion stratégique en 1942. Au cours de cette réunion, il exprima ouvertement ses inquiétudes quant à l'orientation de la guerre et suggéra à l'Allemagne de rechercher une paix négociée avant que la situation ne devienne intenable. La réaction furieuse d'Hitler à ces suggestions marqua le début de la fin de leur relation de confiance, le Führer commençant à considérer Rommel non plus comme un commandant loyal, mais comme un dissident potentiel. Ces conflits croissants furent exacerbés par la personnalité indépendante de Rommel et sa tendance à s'exprimer ouvertement sur les sujets qu'il jugeait importants. Contrairement à de nombreux autres généraux allemands qui apprirent à naviguer avec prudence dans la politique du régime, Rommel conserva une approche directe et honnête qui, bien que respectable d'un point de vue militaire, le plaça en conflit croissant avec les dirigeants politiques de l'Allemagne nazie. L'éveil d'une conscience critique. La transformation d'Erwin Rommel, ancien commandant nazi loyal,
en critique de plus en plus virulent du régime, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus graduel, nourri par une série d'expériences qui l'ont contraint à remettre en question non seulement les stratégies militaires d'Hitler, mais aussi les fondements moraux et éthiques du national-socialisme. Cet éveil de conscience a marqué une profonde évolution dans la pensée d'un homme qui avait consacré sa carrière au service de la patrie allemande. Le premier catalyseur significatif du changement de perspective de Rommel fut sa prise de conscience croissante des atrocités commises par la SS et d'autres branches du régime nazi. Durant sa campagne en Afrique du Nord, Rommel avait réussi à maintenir ses opérations relativement à l'abri de l'influence directe des organisations les plus radicales du parti, mais à mesure que la guerre progressait, il devint de plus en plus difficile d'ignorer les rapports faisant état de massacres, de camps de concentration et d'autres politiques génocidaires mises en œuvre sur d'autres fronts. Rommel, qui s'était toujours enorgueilli de mener des campagnes militaires selon les codes de l'honneur traditionnels, fut profondément perturbé par les exécutions massives de prisonniers soviétiques, le traitement inhumain des civils dans les territoires occupés et, finalement, l'Holocauste. Ces révélations choquèrent profondément un homme qui était entré en guerre convaincu de servir une cause juste et honorable, la défense nationale allemande. Au-delà des préoccupations morales, Rommel commença également à remettre en question la compétence stratégique d'Hitler et son leadership. Son expérience directe du champ de bataille lui donna une perspective unique sur les réalités de la guerre moderne, et il réalisa progressivement que les décisions stratégiques prises à Berlin étaient déconnectées des réalités opérationnelles. Le refus d'Hitler d'autoriser les replis stratégiques, son insistance à se battre jusqu'au dernier homme, même dans des positions intenables, et sa tendance à fonder ses décisions sur l'intuition politique plutôt que sur une analyse militaire professionnelle commencèrent à inquiéter Rommel. La situation se détériora encore davantage lorsque Rommel fut chargé de superviser la construction des fortifications du mur de l'Atlantique en France, occupé en 1943. Ce nouveau poste lui permit d'avoir une vision plus large de l'effort de guerre allemand et de se familiariser plus directement avec les politiques répressives du régime nazi dans les territoires occupés. Il fut le témoin direct du traitement brutal des travailleurs forcés, de l'exploitation systématique des ressources françaises et de la mise en œuvre de politiques raciales contraires à toutes ses convictions sur l'honneur militaire. Durant cette période, Rommel commença également à nouer des contacts plus directs avec des officiers allemands qui partagèrent ses inquiétudes quant à l'orientation de la guerre et du régime. Grâce à des conversations approfondies avec d'autres commandants militaires, il découvrit qu'il n'était pas le seul à éprouver des doutes. Nombre d'officiers de carrière étaient de plus en plus alarmés par la radicalisation du régime, les atrocités commises au nom de l'Allemagne et la tournure suicidaire que prenait la guerre sous la direction d'Hitler. Cette prise de conscience culmina dans la conviction croissante de Rommel que Hitler menait non seulement l'Allemagne à la défaite militaire, mais détruisait aussi l'honneur et la réputation du pays par des crimes contre l'humanité. Pour un homme qui avait consacré sa vie à servir son pays, la prise de conscience que le régime qu'il avait servi corrompait les valeurs qui lui étaient les plus chères représentait une profonde crise existentielle qui allait le forcer à prendre des décisions qui bouleverseraient le cours de sa vie. La rencontre avec les conspirateurs de juillet, l'implication d'Erwin Rommel dans le complot contre Adolf Hitler représente l'un des chapitres les plus complexes et les plus controversés de sa biographie. Son lien avec le groupe d'officiers et de civils allemands qui projetaient d'assassiner le Führer et de renverser le régime nazi n'était ni direct ni simple, mais s'est développé grâce à un réseau de contacts et de conversations qui allait le conduire au cœur de l'une des tentatives de coup d'État les plus audacieuses de l'histoire moderne. Le premier contact significatif de Rommel avec les conspirateurs eut lieu par l'intermédiaire de son chef d'état-major, Hans Speidel, un officier intellectuel et raffiné qui entretenait des liens discrets avec divers milieux de la résistance anti-nazie. Speidel, sentant la désillusion croissante de Rommel envers Hitler et le régime, commença à l'interroger attentivement sur ses opinions politiques et sa volonté d'envisager des alternatives au gouvernement actuel. Grâce à Speidel, Rommel fut progressivement initié aux idées et aux personnalités qui complotaient activement un changement de régime en Allemagne. Parmi les conspirateurs figuraient des personnalités telles que Klaus von Stauffenberg, Ludwig Beck, Karl Goerdeler
et d'autres officiers militaires et dirigeants civils de haut rang, convaincus que seule la destitution d'Hitler pourrait sauver l'Allemagne d'une destruction totale et restaurer l'honneur national allemand. Ce qui attirait Rommel dans ce cercle n'était pas nécessairement un désir révolutionnaire de changement politique, mais plutôt sa conviction grandissante que Hitler menait l'Allemagne à la catastrophe. Militaire de carrière, il craignait avant tout que la poursuite de la guerre sous la direction d'Hitler n'entraîne la destruction totale de l'Allemagne et la mort inutile de millions de soldats et de civils allemands. Les discussions entre Rommel et les conspirateurs s'intensifièrent au printemps 1944, alors qu'il devenait de plus en plus évident qu'une invasion alliée de l'Europe occidentale était imminente. Rommel, responsable de la défense de la France occupée, connaissait, mieux que tout autre commandant allemand, la situation militaire désespérée de l'Allemagne. Il avait constaté de visu la supériorité matérielle des Alliés et comprenait que l'Allemagne ne disposait pas des ressources nécessaires pour résister indéfiniment à une guerre sur plusieurs fronts. Lors de ces réunions, les conspirateurs présentèrent à Rommel leurs plans pour l'après-Hitler, notamment des propositions visant à négocier une paix séparée avec les puissances occidentales, à préserver l'Allemagne comme nation indépendante et à rétablir un gouvernement fondé sur les principes de droit et de justice. Bien que Rommel ne se soit jamais pleinement engagé sur tous les aspects du plan des conspirateurs, il se montra prêt à soutenir un changement de gouvernement si cela pouvait sauver l'Allemagne d'une destruction totale. La position exacte de Rommel dans le complot reste historiquement controversée. Certains historiens affirment qu'il était pleinement impliqué dans la planification du coup d'État, tandis que d'autres suggèrent une participation plus limitée et conditionnelle. Il semble clair que Rommel était disposé à soutenir un changement de régime, mais qu'il préférait une solution n'impliquant pas l'assassinat d'Hitler, privilégiant plutôt une approche aboutissant à l'arrestation et au procès du Führer pour crimes de guerre. La décision fatale de défier le système. La participation de Rommel au complot contre Hitler constituait non seulement une trahison politique, mais aussi une décision morale fondamentale, qui l'obligeait à choisir entre sa loyauté personnelle envers le Führer et sa loyauté envers les principes supérieurs qu'il considérait comme le véritable honneur allemand. Cette décision ne fut pas prise à la légère, mais fut l'aboutissement de mois de réflexions angoissantes sur l'avenir de l'Allemagne et sur son rôle de commandant militaire parmi les plus respectés du pays. Le facteur décisif qui poussa Rommel à adhérer à la cause des conspirateurs fut sa conviction croissante qu'Hitler était devenu non seulement un obstacle à la victoire militaire allemande, mais aussi une menace existentielle pour la survie même de la nation allemande. Ses rapports francs sur l'impossibilité de défendre efficacement l'Europe occidentale contre l'invasion alliée avaient été ignorés ou rejetés par Hitler, qui continuait à poursuivre des stratégies militaires que Rommel savait suicidaires. Rommel était également profondément perturbé par les ordres de plus extrêmes qu'il recevait de Berlin, notamment l'instruction d'exécuter les commandos capturés, de mettre en œuvre une politique de la terre brûlée qui détruirait les infrastructures françaises et d'utiliser des travailleurs civils comme boucliers humains. Ces ordres violaient non seulement les conventions internationales de la guerre, mais aussi le code d'honneur militaire qui avait guidé Rommel tout au long de sa carrière. La décision de rejoindre les conspirateurs fut également influencée par les preuves croissantes que l'Allemagne était en train de perdre la guerre de manière irréversible. En tant que commandant en chef de la défense de la France, Rommel disposait d'un accès privilégié aux informations sur la véritable situation militaire allemande, notamment sur la production d'armement, les réserves de carburant et les capacités de mobilisation des troupes. Ces données dressaient un tableau sombre qui démontrait l'impossibilité d'une victoire allemande, quel que soit le scénario réaliste. Rommel pensait que seul un changement immédiat de gouvernement permettrait à l'Allemagne de négocier une paix qui préserverait au moins une partie de sa souveraineté et de sa dignité nationale. Il craignait que la poursuite de la guerre sous Hitler n'entraîne l'occupation totale de l'Allemagne et l'imposition de conditions de paix bien plus dures que celles que permettraient des négociations immédiates. Cette décision était également motivée par des considérations humanitaires. Rommel était de plus en plus horrifié par les pertes massives que la guerre causait, non seulement parmi les soldats allemands, mais aussi parmi les civils allemands et des pays occupés. Il ressentait la responsabilité morale de tenter de mettre fin aux souffrances inutiles que la poursuite de la guerre sous Hitler
entraînerait inévitablement. Enfin, Rommel était animé par une vision de l'honneur national qui transcendait la loyauté politique. Il croyait que servir l'Allemagne signifiait davantage qu'obéir aveuglément aux ordres de n'importe quel dirigeant, y compris Hitler. Pour lui, le véritable patriotisme exigeait d'être prêt à sacrifier ses intérêts personnels, voire sa loyauté politique, pour le bien commun de la nation allemande et de son peuple. Cette décision marqua une transformation fondamentale dans l'identité de Rommel. De soldat obéissant aux ordres sans poser de questions, il devint un leader prêt à défier l'autorité suprême lorsqu'il estimait que celle-ci trahissait les intérêts fondamentaux de son pays. Cette évolution lui coûta cher personnellement, mais elle représentait l'affirmation de principes moraux et patriotiques qu'il considérait comme plus importants que sa propre sécurité ou sa carrière militaire. Le plan raté du 20 juillet 1944, la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler, le 20 juillet 1944, représente l'un des moments les plus dramatiques et controversés de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération minutieusement planifiée a échoué de justesse et a donné lieu à une répression brutale qui a décimé la résistance anti-nazie allemande. Bien que Rommel n'ait pas été physiquement présent lors de la tentative d'assassinat, ses liens avec les conspirateurs l'ont placé au cœur des événements qui ont suivi. Le plan des conspirateurs était relativement simple dans son concept, mais extrêmement complexe dans son exécution. Klaus von Stauffenberg, qui avait régulièrement accès aux réunions stratégiques d'Hitler à la tanière du Loop, transporterait une bombe cachée dans sa mallette et la ferait exploser lors d'une de ces réunions, espérant tuer Hitler et d'autres dirigeants nazis importants. Simultanément, les conspirateurs à Berlin déclencheraient l'opération Walkyrie, un plan militaire d'urgence visant à prendre le contrôle des centres de pouvoir de la capitale allemande. Rommel, qui se trouvait en France pour superviser les défenses du mur de l'Atlantique, était censé jouer un rôle crucial au lendemain de la tentative d'assassinat. Les conspirateurs comptaient sur son prestige et son influence pour s'assurer que les forces allemandes dans l'ouest de la France soutiendraient le nouveau gouvernement et faciliteraient les négociations de paix avec les alliés occidentaux. Sa réputation de commandant parmi les plus respectés d'Allemagne était considérée comme essentielle à la légitimité du coup d'État. Cependant, le destin s'en est pris brutalement 3 jours seulement avant l'attaque prévue. Le 17 juillet, Rommel fut grièvement blessé lorsque sa voiture fut attaquée par des chasseurs alliés alors qu'il inspectait des positions défensives en Normandie. L'attaque laissa Rommel gravement blessé à la tête, le forçant à être hospitalisé et l'écartant ainsi de la conspiration au moment le plus critique. Malgré l'absence de Rommel, les conspirateurs décidèrent de mettre leur plan à exécution. Le 20 juillet, Stauffenberg réussit à poser la bombe dans la salle de conférence d'Hitler, mais un concours de circonstances atténua l'impact de l'explosion. La réunion avait été déplacée d'un bunker souterrain vers une cabane en bois aux fenêtres ouvertes, permettant ainsi à la pression de l'explosion de se dissiper. De plus, la mallette contenant la bombe fut emportée par inadvertance par un autre officier. L'explosion tua 4 personnes et en blessa plusieurs autres, dont Hitler, dont les blessures furent relativement légères, mais considérées comme plus graves dans un premier temps. La confusion initiale concernant l'état de santé d'Hitler permit aux conspirateurs berlinois de lancer l'opération Walkyrie. Mais lorsqu'il devint évident que le Führer avait survécu, le coup d'État commença rapidement à s'effondrer. Cette tentative d'assassinat manqué déclencha l'une des répressions les plus brutales de l'histoire allemande moderne. Hitler, furieux de la trahison de ses propres officiers, ordonna une enquête de grande envergure qui aboutit à l'arrestation, à la torture et à l'exécution de milliers de personnes soupçonnées d'implication ou de sympathie pour le complot. La Gestapo recourut à des méthodes de plus en plus extrêmes pour extorquer des aveux et identifier d'autres conspirateurs, créant un climat de terreur qui s'étendit bien au-delà de leur cercle immédiat. L'enquête acharnée de la Gestapo. Après l'attentat manqué du 20 juillet, la Gestapo lança l'une des enquêtes les plus intenses et les plus brutales de l'histoire du Troisième Reich, une opération qui allait finalement mener à Erwin Rommel et sceller son destin tragique. La détermination d'Hitler à démasquer et punir tous les acteurs du complot transforma l'enquête en une véritable chasse aux sorcières qui dura des mois et se solda par la mort de milliers de personnes. L'enquête débuta immédiatement après l'explosion de la tanière du Loup.
lorsque les enquêteurs de la Gestapo examinèrent minutieusement les débris et interrogèrent toutes les personnes présentes à la réunion. Klaus von Stauffenberg fut rapidement identifié comme l'auteur de l'attentat, mais son exécution immédiate par les conspirateurs à Berlin ne fit qu'intensifier la détermination des enquêteurs à découvrir l'ampleur du complot. Heinrich Himmler, chef de la SS et de la Gestapo, supervisa personnellement l'enquête, y voyant une occasion non seulement de servir la justice nazie, mais aussi d'éliminer des rivaux potentiels au sein de l'armée allemande. L'enquête s'étendit rapidement au-delà des conspirateurs, directe pour inclure tous ceux qui avaient exprimé des doutes sur Hitler ou sa politique, créant un climat de paranoïa qui imprégna toute la hiérarchie militaire allemande. Les méthodes d'interrogatoire de la Gestapo étaient extrêmement brutales, incluant des tortures physiques et psychologiques destinées à briser la résistance des prisonniers et à les contraindre à dénoncer d'autres personnes. Nombre des conspirateurs capturés furent contraints, sous de violentes tortures, de révéler les noms d'autres officiers qui avaient exprimé leur mécontentement envers Hitler, élargissant ainsi considérablement la portée de l'enquête. Parmi les documents et aveux obtenus lors de ces interrogatoires, le nom de Rommel commença à apparaître de plus en plus fréquemment. Plusieurs conspirateurs, dont Hans Speidel, son chef d'état-major, furent arrêtés et interrogés sur leur lien avec le célèbre commandant. Bien que Speidel ait d'abord tenté de protéger Rommel en niant toute implication directe du maréchal dans la conspiration, la pression des interrogatoires finit par l'obliger à révéler les discussions politiques qui avaient eu lieu. La situation de Rommel était compliquée par son hospitalisation suite aux blessures subies lors du raid aérien du 17 juillet. Son état de santé l'a initialement protégé d'un interrogatoire direct, mais il l'a également isolé de ses alliés et l'a empêché de coordonner une défense efficace contre les accusations qui pesaient sur lui. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Hitler et ses subordonnés comprirent que Rommel, quel que soit son degré d'implication dans le complot, était devenu un personnage dangereux auquel on ne pouvait plus faire confiance. Sa popularité auprès des troupes allemandes et sa réputation internationale faisèrent de lui une menace potentielle, même s'il n'avait pas participé directement à la planification de l'attentat. Les preuves contre Rommel, bien que circonstancielles, s'accumulaient auprès de sources multiples. Les conversations enregistrées par les services de renseignement allemands, les témoignages d'autres conspirateurs sous la torture et les rapports d'officiers SS qui avaient surveillé ses activités créaient un tableau qui, sans être définitif, suffisait à convaincre Hitler que Rommel était devenu un traître à la cause nazie. L'enquête révéla également que Rommel avait été considéré par les conspirateurs comme un personnage clé de la période post-coup d'État, avec l'intention précise d'utiliser son influence et son prestige pour négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux. Cette révélation fut particulièrement préjudiciable, car elle démontra que Rommel avait non seulement perdu confiance en Hitler, mais qu'il était également disposé à œuvrer activement pour une conclusion de la guerre qui ne favoriserait pas les objectifs nazis. Le terrible ultimatum d'Hitler. En octobre 1944, alors que Rommel se remettait lentement des blessures subies lors du raid aérien, il reçut la visite, la plus terrifiante de sa vie. Deux généraux SS, Wilhelm Burgdorf et Ernst Meisel, arrivèrent à son domicile de Herrlingen, porteurs d'un message direct d'Adolf Hitler qui allait sceller à jamais le destin de celui qui avait été considéré comme l'un des commandants les plus loyaux et les plus compétents du Reich. Le message délivré par les généraux était simple, mais dévastateur. Hitler avait complètement perdu confiance en Rommel et le considérait comme un traître à la cause allemande. Les simples preuves recueillies lors de l'enquête sur le complot de juillet, bien que peu concluantes, étaient suffisantes pour justifier un procès pour trahison qui aboutirait certainement à une exécution publique, à la honte de sa famille et à la confiscation de tous ses biens. Cependant, Hitler, conscient de la valeur propagandiste de Rommel et de la nécessité d'éviter de faire un martyr, proposa une alternative terrifiante. Rommel pourrait choisir de se suicider par capsule empoisonnée, et en échange, sa mort serait présentée au public allemand et international comme la conséquence des complications liées aux blessures subies lors du raid aérien. Sa famille serait épargnée par les persécutions, il bénéficierait de funérailles nationales avec tous les honneurs militaires et sa réputation publique serait préservée. Le choix qui s'offrait à Rommel était impossible et cruel. En tant que soldat de carrière, il comprenait les implications des deux options. Un procès public pour trahison.
entraînerait non seulement son exécution, mais aussi la destruction de sa famille et la persécution potentielle d'autres officiers ayant servi sous ses ordres. En revanche, le suicide forcé représentait une forme de coercition qui violait toutes ses convictions en matière d'honneur personnel et de dignité humaine. Les généraux n'accordèrent qu'une heure à Rommel pour prendre sa décision, créant une pression psychologique intolérable pour un homme encore en convalescence après de graves blessures à la tête. Durant cette heure terrifiante, Rommel s'entretint brièvement avec sa femme Lucie et son fils Manfred, sans toutefois pouvoir révéler pleinement la nature de l'ultimatum auquel il était confronté. Pour Rommel, la décision finale n'a pas été influencée par des considérations personnelles, mais par son souci du bien-être de sa famille et des soldats ayant servi sous son commandement. Il savait qu'un procès public non seulement le détruirait, mais permettrait également au régime nazi d'utiliser son cas comme prétexte pour lancer une nouvelle vague de persécution contre les officiers jugés indignes de confiance. La cruauté de l'ultimatum résidait dans le fait que Hitler forçait Rommel à participer à sa propre exécution déguisée. En acceptant un suicide volontaire, Rommel permettrait au régime nazi de maintenir la fiction de sa loyauté et d'éviter les conséquences propagandistes d'une exécution publique de l'un de ses commandants les plus populaires. Finalement, confronté au choix impossible entre détruire sa famille par un procès public ou préserver sa réputation et protéger ses proches par le suicide, Rommel prit la décision qu'il considérait comme la moins dommageable pour ceux qu'il aimait. Il accepta de prendre le poison, mais seulement après avoir obtenu des assurances précises que sa famille serait épargnée par les persécutions et que ses subordonnés ne seraient pas punis pour leur prétendue trahison. Cette décision marqua l'acte ultime d'un homme qui, même dans les circonstances les plus difficiles, continua de privilégier le bien-être des autres, avant ses propres besoins. Dans ces dernières heures, Rommel manifesta pour ses soldats et sa famille la même sollicitude qui avait caractérisé toute sa carrière militaire, sacrifiant sa vie pour protéger ceux dont il se sentait responsable. Le sacrifice ultime d'un soldat. Le 14 octobre 1944, Erwin Rommel quitta son domicile de Herrlingen pour la dernière fois, accompagné des deux généraux, SS qui avaient transmis l'ultimatum d'Hitler. Sa femme et son fils croyaient qu'il était emmené à Berlin pour une rencontre avec le Führer, un mensonge que Rommel entretenait pour leur épargner le terrible sentiment d'un adieu définitif. Le trajet jusqu'au lieu où Rommel devait ingérer le poison fut relativement court, quelques kilomètres seulement jusqu'à une forêt isolée aux abords de la ville. Durant le trajet, les généraux SS réitérèrent les termes de l'accord. Rommel serait déclaré mort, suite aux complications de ses blessures, aurait droit à des funérailles nationales, et sa famille serait protégée de toute persécution liée aux accusations de trahison. Dans les derniers instants précédant l'absorption de la capsule de cyanure, Rommel fit preuve du même sang-froid et de la même dignité qui avait caractérisé sa carrière militaire. Selon ses propres bourreaux, il ne manifesta aucun signe de peur ni d'hésitation, affrontant la mort avec le même courage dont il avait fait preuve sur des dizaines de champs de bataille au cours des 2 guerres mondiales. La mort de Rommel fut rapide. Le cyanure fit effet en quelques minutes, mettant fin à la vie de l'un des commandants militaires les plus talentueux et respectés de sa génération. Son corps fut immédiatement transporté à l'hôpital militaire, où les médecins préalablement mandatés certifieraient que son décès résultait de complications liées aux blessures subies lors du raid aérien de juillet. La mise en scène de la mort naturelle de Rommel fut exécutée avec la précision caractéristique de l'efficacité allemande. De faux documents médicaux furent préparés, les témoins reçurent des instructions sur ce qu'ils devaient dire et un récit soigneusement construit fut diffusé par les canaux officiels. Aux yeux du monde extérieur, Rommel était mort en héros de guerre, victime des blessures reçues au service de la patrie allemande. Les funérailles nationales qui suivirent furent l'une des plus grandes manifestations de deuil public en Allemagne durant les dernières années de la guerre. Des milliers de soldats et de civils allemands y rendirent un dernier hommage à l'homme devenu synonyme de compétence militaire et d'honneur professionnel. Hitler, dans un geste cynique et hypocrite, envoya une couronne mortuaire et un télégramme de condoléances à la famille, déplorant la perte de l'un des plus grands commandants militaires allemands. L'ironie de la situation était on ne peut plus ironique. Hitler pleurait publiquement la mort d'un homme qu'il avait lui-même contraint au suicide.
Le régime nazi a su transformer l'assassinat de Rommel en une occasion de propagande, utilisant sa mort pour renforcer le récit du sacrifice héroïque et de la loyauté indéfectible qui caractérisait la propagande de guerre allemande. Pour la famille de Rommel, les funérailles représentèrent une expérience surréaliste de deuil public pour une mort qu'elle ne comprenait pas pleinement. Ce n'est que des années plus tard, après la fin de la guerre, qu'elle apprendrait la vérité sur les circonstances de la mort d'Erwin et comprendrait le terrible prix qu'il avait payé pour ses convictions morales et politiques. Le sacrifice ultime de Rommel, accepter une mort forcée pour protéger sa famille et ses subordonnés, fut l'acte ultime d'un homme qui avait consacré sa vie au service des autres. Jusque dans ses dernières heures, il fit preuve du même sens des responsabilités et du même sens du sacrifice personnel qui avait caractérisé toute sa carrière, choisissant d'accepter une terrible injustice pour éviter des conséquences encore plus graves à ceux dont il se sentait responsable. L'héritage complexe d'un héros controversé. La mort d'Erwin Rommel a mis fin à l'une des carrières militaires les plus fascinantes et controversées du XXe siècle, laissant un héritage qui continue de poser problème aux historiens et aux spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. La transformation de Rommel, de commandant nazi, loyal à conspirateur contre Hitler, soulève des questions complexes sur la loyauté, l'honneur militaire, la résilience morale et les difficultés rencontrées par les individus consciencieux vivant sous des régimes totalitaires. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, la réputation de Rommel fut ternie par son association avec le régime nazi, mais la révélation de son implication dans le complot contre Hitler commença progressivement à redorer son blason historique. Nombreux furent ceux qui le considérèrent non pas comme un nazi convaincu, mais comme un soldat de carrière qui finit par reconnaître la nature maléfique du régime qu'il avait servi et eut le courage de s'y opposer. La complexité de l'héritage de Rommel réside dans le fait qu'il a simultanément servi un régime criminel et s'y est opposé plus tard. Ses années comme commandant de l'Afrika Korps et défenseur de la France ont contribué à l'effort de guerre nazi, mais son opposition ultérieure à Hitler a démontré qu'il défendait des principes moraux qui transcendaient la loyauté politique. Cette dualité rend difficile de le classer simplement comme un héros ou un méchant. Pour de nombreux historiens militaires, Rommel représente l'archétype du soldat professionnel pris au piège des complexités de la politique moderne. Sa compétence militaire était incontestable, son traitement humain des prisonniers et des civils exemplaires, et son opposition finale à Hitler témoignait d'un courage moral considérable. Parallèlement, son engagement précoce sous le régime nazi a contribué à alimenter une machine de guerre qui a causé d'incalculables souffrances. La question de l'évaluation des personnages historiques ayant servi des régimes moralement compromis demeure pertinente bien au-delà du contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Rommel illustre les difficultés rencontrées par les individus qui découvrent que les institutions auxquelles ils ont consacré leur vie sont corrompues, les obligeant à choisir entre loyauté personnelle et principes moraux supérieurs. L'influence de Rommel sur la stratégie militaire moderne est également considérable. Ses innovations en matière de guerre de mouvement, combinées à l'importance qu'il accordait au leadership personnel et à la flexibilité tactique, ont influencé l'évolution militaire bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les académies militaires du monde entier continuent d'étudier ces campagnes comme des exemples d'excellence opérationnelle. Pour l'Allemagne d'après-guerre, Rommel devint une figure clé de la reconstruction d'une identité militaire allemande, distincte des crimes du nazisme. Sa réputation de soldat honorable, qui finit par s'opposer à Hitler, servit de modèle aux militaires allemands pour servir honorablement dans une démocratie, en restant fidèle aux principes du professionnalisme militaire tout en rejetant l'extrémisme politique. L'exemple de Rommel résonne également dans les débats contemporains sur le rôle de l'armée dans les sociétés démocratiques et les limites de l'obéissance aux autorités civiles. Son évolution de soldat obéissant à conspirateur moral soulève des questions sur les cas où les officiers militaires ont non seulement le droit, mais aussi l'obligation morale, de désobéir à des ordres qu'ils considèrent comme fondamentalement erronés. L'aspect le plus significatif de l'héritage de Rommel est peut-être sa démonstration que même des individus profondément ancrés dans des systèmes corrompus peuvent trouver le courage de s'exprimer face à des preuves évidentes de comportements criminels ou immoraux.
Son parcours, de la loyauté à la résistance, laisse espérer que la conscience individuelle peut finalement surmonter les pressions politiques et sociales qui poussent au conformisme. L'histoire d'Erwin Rommel demeure pertinente en tant qu'étude de caractère, démontrant à la fois les possibilités et les limites de l'action morale individuelle dans des circonstances extraordinaires. Sa vie illustre que le véritable honneur exige parfois de trahir des loyautés inférieures au nom de principes supérieurs, une leçon qui transcende le contexte spécifique de la Seconde Guerre mondiale et aborde des questions intemporelles de moralité, de courage et de responsabilité individuelle. Si vous avez été captivé par cette histoire complexe d'honneur militaire, de trahison politique et de sacrifice personnel, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les personnages les plus intrigants de la Seconde Guerre mondiale. Je vous recommande de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant, où nous explorons d'autres cas d'officiers allemands qui se sont retournés contre le régime nazi et ont payé le prix ultime pour leurs convictions morales. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. L'histoire de Rommel nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, il existe des individus prêts à tout sacrifier pour des principes qu'ils considèrent comme plus importants que leur propre vie.